Dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Le comité de pilotage vient d'être mis en place par le président de la transition. Ils sont 140 Maliens représentant toutes les couches de la société civile. Leur mission, développer des politiques pour restaurer la paix et réconcilier tous les fils du Mali. Le Conseil économique, social, culturel et environnemental lance les travaux de la 5e session ordinaire de sa 6e mandature. La souveraineté alimentaire et nutritionnelle, le sujet constitue le socle de cette session. À la cérémonie d'ouverture, le président de l'institution a rappelé le fait que la souveraineté alimentaire est d'abord et avant tout une production nationale. Identifier les insuffisances des différents textes qui régissent l'organisation et le fonctionnement du gouvernement et des services publics. C'est le sujet d'un atelier initié par le département en charge des réformes politiques et institutionnelles, une rencontre qui devra proposer une stratégie de cohérence des textes. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans la grande édition. Nous sommes le premier lundi du mois de février. À l'entame donc de cette édition, la traditionnelle montée des couleurs présidée par le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. C'était ce matin à 7h30 dans la cour du palais de Koulouba. Cette cérémonie qui a lieu le premier lundi de chaque mois reste un symbole fort dans l'affirmation de la souveraineté et du renforcement de la citoyenneté. Ce acte hautement patriotique dénote l'engagement du chef de l'État au respect des symboles de l'État. C'est aussi un moment de se rappeler les valeurs fondamentales de notre chère patrie qui appelle ses fils et filles au sacrifice ultime pour le Mali de nos ancêtres, comme stipule notre hymne national. Je l'annonçais dans le sommaire. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a officiellement mis en place le comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Ce comité, fort de 140 Maliens, est présidé par l'ancien Premier ministre Ousmane Issoufi Maïga. Toutes les couches sociales y sont représentées, une crème sociale, une crème de la société civile malienne qui doit créer les conditions permettant de laver le linge sale en famille, un linge qui n'aurait pas dû sortir de la famille selon le président du comité. Pour le colonel Assimi Goïta, il est urgent de restaurer la paix et réconcilier tous les fils du Mali. Le chef de l'État est convaincu que le dialogue entre Maliens est la seule clé pour ouvrir cette porte. Les reportages de Sida Batili. Aux équations nationales des solutions à l'interne pour la paix et la réconciliation, le Mali prône le dialogue direct sans intermédiaire entre ses fils. Un emprunt de nos valeurs sociétales qui ne trahit jamais et la mission est confiée au comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, installe officiellement le dit comité et remet une lettre de mission à son président, l'ancien Premier ministre Ousmane Issoufi Maïga. Notre mission n'est-elle pas d'établir un dialogue entre les Maliens? Ce dialogue que vous voulez pluriel et qui ne sera pas un dialogue au sens étymologique du terme, nous le concevons comme une symphonie à plusieurs voix, des voix multiples, diverses et variées, mais harmonieuses, exprimant une même tonalité, celle de la compréhension mutuelle et du consensus général. Et le président du comité de poursuivre avec la conviction que c'est une nouvelle assemblée du peuple, ou si vous voulez un nouveau Kouroukan-Fouga. Le comité est l'organe de facilitation du dialogue pour des solutions idoines et consensuelles des Maliens, toutes sensibilités confondues. Il est fort de 140 membres et toutes les couches sociales y sont représentées. Le comité assurera la conduite des débats et doit recueillir la préoccupation des uns et des autres. Notre comité ne manquera pas, cependant, ni de vigilance, ni de rigueur pour la conduite des débats dans le strict respect de nos valeurs de culture. Il sera également très critique sur les propositions et suggestions des uns et des autres afin d'en extraire la substantifique
moyenne. Démarrage donc d'un processus destiné à aboutir à l'apaisement de cœur et au retour de la grande fraternité légendaire entre les fils et filles de la nation Mali. Le bateau Mali a certes vacillé, mais il se redresse et poursuit son cours. Un pan de l'histoire qui est rappelé par le président de la transition, colonel Assimi Goïta. Le peuple malien qui a souffert les martyrs durant des années revient de loin. En des moments de son histoire récente, certaines personnes n'auraient pas parié sur la possibilité pour lui de reconquérir ses terres, encore moins de réconcilier ses enfants. Oui, le Mali éternel a vacillé, mais il ne s'est pas écroulé, contrairement à certaines prédictions. Nous devons cela à notre histoire millénaire, marquée par l'existence des grands empires et royaumes qui ont réalisé un brassage socio-culturel donnant naissance à des communautés ayant toujours vécu en symbiose et dans la complémentarité. Nos ancêtres ont inventé des institutions et des relations sociales qui ont créé l'harmonie et la solidarité entre les personnes et les groupes. Le président de la transition a salué la solidarité des différentes communautés dans le contexte de crise avant d'apprécier la résilience des Maliens qui a permis, selon lui, de maintenir le cap malgré l'adversité affrontée quotidiennement. Les FAMA se sont assumés par la suite. Grâce à la bravoure et au don de soi des FAMA, notre État a recouvré son autorité sur l'ensemble du territoire dont certaines avaient voulu faire une enclave en ayant pris le soin d'opposer les enfants du même pays. Cette unité retrouvée par notre peuple a été saluée par l'ensemble de ses filles et fils, et fiers de leur histoire commune et animés par un fort sentiment patriotique et la volonté ferme de recoudre le tissu social malheureusement fragilisé par les conflits inutiles. Les obstacles passés, les portes du dialogue s'ouvrent entre Maliens. Il est donc attendu l'expression à l'unisson des Mali confiants en son avenir et dévoués au renforcement de sa souveraineté. Nous avons décidé de créer les conditions d'un dialogue entre les filles et les fils de notre peuple, conduits par eux-mêmes en vue de restaurer la paix, de consolider l'unité nationale et de raviver le vivre ensemble. Ceci était d'une urgente nécessité, tant l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger était devenu pour certains acteurs un fonds de commerce et un moyen de prolonger la souffrance de nos populations meurtries. C'est la raison pour laquelle les autorités de la transition ont décidé, en toute responsabilité, d'y mettre fin. Nous avons tous les atouts pour réussir un dialogue direct entre les Maliens, garanti par l'ensemble de la communauté. Il nous faut donc puiser dans notre histoire pour construire une mémoire collective, à la fois pour notre génération actuelle et future, afin que nous ne retombions plus jamais dans des situations de déchirement. Un espoir de retrouvailles de tous les Maliens engagés pour la paix et la réconciliation. Un appel à l'union sacrée autour de la patrie pour ne pas laisser la place à la division. Et le président du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, Ousmane Issoufi Maïga, convie tous les membres du dit comité à une importante réunion le mardi 6 février 2024 à 10h dans la salle Bala Moussa Keïta au Centre international des conférences de Bamako. Ordre du jour, prise de contact, élaboration et validation des termes de référence. La mise en place est terminée à 9h30. Vu l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous les membres est demandée. Le président du comité de pilotage du dialogue intermalien. De Bamako, direction le nord du pays, dans la 6e région, le Conseil supérieur Kel Razaf Ichirifen et allié du Mali était en conclave avec les associations communautaires et autres forces vives de la région de Tombouctou. Le but était l'appropriation du dialogue intermalien prôné par le président de la transition. Reportage Yaya Tandina, Hassan Aïdara. Faire participer et mobiliser les communautés de la région de Tombouctou au dialogue intermalien, c'est l'objectif visé par la présente rencontre intercommunautaire. Initiée par le Conseil supérieur de Kel Razaf et Chérifen du Mali, les échanges ont porté sur les questions d'actualité
l'appropriation du dialogue prôné par le président de la transition. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la dynamique d'appropriation du processus de paix dans notre pays à travers les dialogues intermaliens. C'est la contribution de la communauté Kalakzafi Chérifène à ce processus de paix pour mettre en place le Malikoura tel qu'est voulu par les Maliens dans leur majorité écrasante et tel qu'est porté aujourd'hui par notre cher président, le colonel Assimi Goïta. L'hôte du jour s'est entretenu avec les participants venus de tous les horizons pour répondre à l'appel de la patrie. Il a été question de vivre ensemble, le retour des déplacés, l'accord issu du processus d'Alger et surtout le désarmement des combattants en attendant le DDR. Cette rencontre a accueilli les retours de beaucoup de nos compatriotes qui sont partis par peur à cause de l'intoxication et de la psychose. Ils sont revenus dans leurs sites respectifs et l'autorité régionale les a accueillis, les a rassurés pour leur sécurité, pour la sécurité de leurs biens. Mais c'est aussi l'occasion de se dire aussi un certain nombre de vérités, que ce n'est pas seulement l'armée, la gendarmerie, la police, les forces de l'ordre qui doivent apporter la paix. La population, la communauté doit jouer sa partition pour qu'il y ait la paix. J'admire avec joie votre engagement sans cesse croissant en faveur de la paix, de l'unité nationale, de la cohésion sociale, d'y vivre ensemble tant au niveau régional et national. C'est pourquoi je voudrais, au nom des autorités nationales et aux miens propres, vous saluer et vous féliciter pour tous les efforts consentis pour accompagner les actions du gouvernement en tout temps et en toutes circonstances. Plusieurs contributions des associations et leaders communautaires, orales comme écrites, ont été faites pour magnifier le soutien des populations à l'initiative du président, du conseiller chérifène et des autorités de la transition. Revenons à Bamako. La souveraineté alimentaire et nutritionnelle est d'abord et avant tout une production nationale et non des importations successives et ruineuses par le biais du commerce. Cette déclaration est faite ce matin par le président du Conseil économique, social, culturel et environnemental, Yacouba Katile. C'était lors de l'ouverture des travaux de la 5e session ordinaire de la 6e mandature et une session placée sous le thème de la souveraineté alimentaire et nutritionnelle. Mamari Kone. Creuser des masses laborieuses de notre pays, le Conseil économique, social, culturel et environnemental veut accompagner la transition dans ses efforts de rectification et de reconstruction en s'attelant à la réflexion pour une souveraineté alimentaire et nutritionnelle. Les travaux de cette 5e session se tiennent donc autour de la souveraineté alimentaire et nutritionnelle. La souveraineté alimentaire et nutritionnelle est d'abord et avant tout une production nationale et non des importations successives et ruineuses par les biais du commerce. C'est cette pratique qui a fait de notre pays le marché de l'agriculture des pays lointains comme ceux d'Asie, d'Amérique et d'Europe et transformé en arrière-pays, les pays côtiers de l'Afrique occidentale alors qu'on était leur grenier. Plus de pillages, d'incendies des champs œuvrant alors à la souveraineté alimentaire et nutritionnelle. Pour une diversification des productions agricoles, le Conseil économique, social, culturel et environnemental a son idée. Nos réflexions devront porter aussi sur les destinations à donner à l'apport budgétaire à ces secteurs. Son éparpillement entre culture vivrière et culture commerciale ne nous semble pas être une option déterminée pour la diversification de la production et la production en grande quantité des cultures vivrières. La volonté de consacrer ces budgets sur quelques spéculations de grande consommation nous paraît plus opportune, même si l'essentiel sera consacré à quelques zones dont les capacités naturelles permettent des productions suffisantes à nourrir tous les pays. Lors des travaux de la session, un regard sera porté sur l'utilisation des intrants agricoles, une situation qui accentue notre dépendance des industries d'engrais. En plus de cette dépendance inconcevable, dans une souveraineté, il y a la dégradation pédologique en quelques années, mais aussi et surtout la pollution d'air, d'eau souterraine et de surface, des sols, des faunes et des flores. Il faut donc arrêter de soutenir l'usage des intrants chimiques, des pesticides, des herbicides qui, certes, peuvent augmenter les tonnages des récoltes sans grande qualité quand nutritives, mais occasionnent aussi les maladies en expansion dans notre pays. Selon Yacouba Katile, parler de souveraineté alimentaire et nutritionnelle, c'est aussi parler d'élevage, de pêche et de cueillette.
il nous faut une agriculture saine, un élevage contrôlé, des investissements, des transformations et des conservations, les contrôles chimiques et fumiers des aliments nous menant de l'extérieur comme ceux de l'agriculture et de la pêche notamment. Les conclusions issues des 15 jours de réflexion seront transmises au gouvernement. Déjà, à travers cette réflexion, les membres du Conseil veulent montrer que la faim ne doit pas être une fatalité au Mali tant que nous disposons de l'eau et du soleil. À l'ouverture des travaux, Yacouba Katele a salué la volonté du président de la transition de faire participer la société civile à la discussion en vue de la résolution des problèmes de la nation. Ibrahima Traoré vient de nous rejoindre. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir Salimata Dao. Avec vous, un communiqué du ministère en charge de la fonction publique. Tout à fait. Le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social a l'honneur d'informer les candidats que les concours directs de recrutement dans la fonction publique d'État, exercice budgétaire 2023, ouvert par communiqué numéro 2023 000015 MTF PDS-SG CNCFP du 27 octobre 2023, dont les épreuves se sont déroulées du 23 au 31 décembre 2023 à Bamako et dans les régions de Kayes, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao sont annulées suite à la découverte d'un vaste réseau de fraude qui entame la crédibilité du dit concours. Cette décision s'inscrit dans la droite ligne des idéaux du Mali courant qui prônent l'objectivité et la récompense du mérite. La justice sera instamment saisie pour des enquêtes plus approfondies. Le ministre rassure les candidats et l'opinion qu'un concours crédible sera organisé dans les plus brefs délais, dont les dates feront l'objet d'un communiqué ultérieur avec les mêmes listes de candidatures, dont dans les centres de Bamako et des 6 régions de l'intérieur. Bamako, le 5 février 2024, signé le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, Fassou Koulibaly. Merci Ibrahima. Nous continuons ce journal avec les travaux de la première session de l'autorité de protection des données à caractère personnel APDP qui ont démarré ce matin. Il s'agit pour les commissaires d'analyser la centaine de dossiers soumis à leur appréciation. Le compte-rendu de Youssouf Diakité et Aruna Diarra. Cette première session de l'autorité de protection des données à caractère personnel fait le bilan des activités de l'année écoulée et permet aux commissaires d'analyser minutieusement les dossiers reçus à l'APDP. La protection des données à caractère personnel, il s'agit de toute information permettant d'identifier une personne physique de manière directe ou indirecte. Ça peut être le nom, le prénom, la date de naissance, ça peut être la carte d'identité, ça peut être le passeport, ça peut être l'email, ça peut être le compte bancaire. Vous voyez, il y a d'autres informations plus sensibles, comme le bulletin de santé, l'ethnie, les opinions politiques, philosophiques, il y en a beaucoup. Donc, aujourd'hui, c'est une tendance mondiale. On a constaté que, ça a commencé depuis longtemps, et le Mali, depuis 2013, a adopté une loi donc pour protéger ces données. Et nous, notre premier instrument, c'est cette volonté politique par la création et à travers la loi. Et le deuxième moyen, c'est la mise en place en 2015. Le président précise de passage que l'APDP met l'accent sur l'information, la communication et surtout la sensibilisation du grand public sur l'importance de la protection des données personnelles, mais elle peut aller au-delà. La loi a mis en place des sortes d'outils, des outils administratifs dont nous disposons, également à travers la mise en place du pôle anti-cybercriminalité. En ce qui nous concerne, c'est des sanctions administratives, soit des retraits d'agrément, des mises en demeure, soit également des condamnations à des paiements de dommages intérêts. La finalité recherchée par les commissaires, c'est d'attirer l'attention de tous sur la nécessité de la protection des données à caractère personnel.
Le département chargé des réformes politiques et institutionnelles et les responsables de plusieurs départements sont en session à Bamako pendant 3 jours. Les participants vont identifier les insuffisances des différents textes qui régissent l'organisation et le fonctionnement du gouvernement et des services publics. Ils vont ensuite proposer des pistes de solutions permettant d'harmoniser ces textes. Batraouri. La loi 2014-049 du 19 septembre 2014 portant principes fondamentaux de la création, de l'organisation et du contrôle des services publics a eu des avancées en 10 années d'application. Cependant, des insuffisances comme la non-adoption des textes d'application et la survivance de certains anciens textes ont été constatées. Il convient dans ce contexte de procéder à l'identification des textes législatifs et réglementaires conformes aux nouvelles orientations. Il s'agira essentiellement de trouver l'instrument juridique le plus efficient et pertinent pour améliorer la gouvernance en adéquation avec l'allègement des structures et les charges de l'État. L'option retenue pour identifier la dénomination appropriée pour le service d'audit, garantir son indépendance, déterminer son ancrage institutionnel, le canevas d'organisation administrative et fonctionnelle, ainsi que la détermination de ses missions et pouvoirs. Au cours de leurs travaux, les délégués vont également s'intéresser au décret présidentiel numéro 92-077 de 1992 qui fixe les attributions des membres du gouvernement. Cet atelier doit permettre de disposer de recommandations pour actualiser le décret susvisé et veiller à uniformiser la valeur normative des textes régissant l'ensemble des membres du gouvernement, tout en donnant des contenus, orientations et des clarifications à certains statuts des membres du gouvernement, à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de leurs cabinets et secrétariats généraux. Les ajustements proposés par les participants à l'issue de cette session devront constituer de véritables leviers de changement pour une véritable réforme de notre système d'administration. Hors du Mali, situation politique au Sénégal, les députés étaient réunis en plénière ce lundi pour examiner la proposition de loi sur un report de 6 mois de l'élection présidentielle. L'opposition dénonce un coup d'État institutionnel et l'hypocrisie de la CEDEAO. Je vous propose un extrait de l'intervention du député Barthélémy Diaz. Chers collègues, c'est trop facile de se mettre ici à vouloir défendre des intérêts personnels, partisans et claniques. Mais n'oubliez pas une chose, si nous avons, nous, particulièrement au niveau de Tahaou Sénégal, accepté d'aller au dialogue national, c'était pour éviter au Sénégal le chaos, pour permettre au président Macky Sall de sortir par la grande porte et la porte honorable. Mais je vais vous dire une chose, si on laisse la majorité mécanique jouer son rôle, que personne ne dise qu'il n'a pas été averti. Les populations ne l'accepteront pas. C'est ça la triste réalité. Nous devons faire preuve de tenue, de retenue et de sagesse. Et c'est la raison pour laquelle je terminerai mon propos en dénonçant l'hypocrisie de la CEDEAO, mais surtout la fumisterie de l'Union africaine. Parce que ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal devrait être dénoncé. Le protocole de la CEDEAO est violé. Le protocole est très clair. Il dit que nul ne peut changer les règles du jeu 6 mois avant le jour du scrutin. Alors pourquoi le mutisme de la CEDEAO? Pourquoi le mutisme de l'Union africaine? Et pendant ce temps, on reproche à certains présidents africains, dont le président du Mali, du Niger, du Burkina, de se retirer de la CEDEAO. Donc, je terminerai mon propos par lancer un appel à M. le Président Macky Sall. Je vous prie de bien vouloir faire preuve de tenue et de retenue. Le Sénégal en vaut la peine. Ici, au Mali, retour sur la visite de 9 ministres du gouvernement et d'une forte délégation du CNT à Kidal. Une visite qui vise à rapprocher les populations de leurs services sociaux de base pour leur bien-être. La santé, l'énergie, l'éducation, la justice et bien d'autres secteurs sont concernés par ce déplacement ministériel au thème Kidal Sidi El Medi Ag Al-Baka. Conformément à la vision des autorités de la transition, les départements en charge de la justice, celui de l'éducation, de la santé et de l'énergie sont à Kidal. L'objectif étant d'abord de signifier la présence de l'État aux côtés des populations et recueillir leurs attentes, les difficultés et défis auxquels elles sont confrontées au quotidien. C'est le ministre de la Santé qui a ouvert les balles par une visite au CCRF de Kidal qui semble bien équipé. La seule faiblesse de la structure, c'est le manque de ressources humaines. Je tiens de Kidal que le CCRF est là, dans de bonnes mains. Et on a visité des services qui sont assez propres et équipés
avec du matériel de dernière génération. Le seul point qu'on a eu à signaler, ça c'est un peu partout, c'est le problème de personnel. Mais nous avons pris acte et nous ferons le maximum pour que ce personnel revienne et en tout cas essayer encore d'améliorer les conditions de travail de ces hommes et de ces femmes qui se battent au quotidien pour le bonheur des populations de Kidal. Le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux, a visité la maison d'arrêt de Kidal, totalement détruite, le commissariat et la brigade de la gendarmerie nationale, ainsi que les palais de justice démolis par les forces du mal. Quant au ministre de l'Énergie et de l'Eau, elle s'est rendue à la Somagep et à la centrale EDM SA de Kidal pour constater l'évolution des travaux et procéder à la remise des équipements pour améliorer les conditions des agents relevant de son département. On savait ce qui s'est passé aussi, mais avec l'arrivée du gouverneur, il a écrit parce qu'il y avait beaucoup de branchements illicites. Et puis les Kidalois ne payaient pas du tout ni les factures de Somagep ni de EDM. Donc il y avait beaucoup de branchements illicites. Le gouverneur a écrit pour les débrancher et c'est ce qui est en train de se faire avec des travaux supplémentaires pour fournir plus. La visite c'est quand même pour voir l'avancement des travaux parce que nous savons quand même qu'il y avait des travaux qui étaient effectués. Même dans l'avion nous avons amené aussi du matériel justement pour continuer les travaux. Au lycée Attaher Agili de Kidal, si les infrastructures sont en bon état, les ressources humaines manquent pour une bonne opérationnalisation de la structure. J'ai constaté des infrastructures solides, imposantes, très originales. Comme vous dites, hélas, au niveau des effectifs, les statistiques qui m'ont été transmises sont pour le moins faibles. Il y a quelques temps, c'était dans les 160 élèves. Cette année, ces derniers temps, on est à moins de 40. 40, c'est très faible. Il faut tout entreprendre pour que les élèves reviennent, pour que les enseignants reviennent, pour que le lycée renaisse. Et c'est ce qui va être fait, Inch'Allah. Partout où les membres du gouvernement sont passés, l'état d'esprit était le même. Rester au contact des populations qui souffrent de cette crise, échanger avec elles, identifier les acteurs et voir comment les valoriser et les impliquer dans la recherche de solutions. Restons à l'intérieur du pays où le ministre de l'élevage et de la pêche, Yubaba, est arrivé à Taoudeni pour une visite de travail. Il s'agit pour lui de s'inquiéter de la situation de l'élevage et de la pêche dans la 9e région. Chirfi Moulayadara. La visite du ministre de l'élevage et de la pêche était très attendue ici à Taoudeni, une région dont les principales activités restent l'élevage. Le ministère en charge de l'élevage et de la pêche s'est fixé comme objectif de faire de l'élevage et de la pêche deux sous-secteurs émergents capables de satisfaire les besoins de consommation des populations. Chez nous, à Taoudeni, nous avons des terres très fertiles dans plusieurs endroits. Il nous manque seulement des aménagements des terres et de l'encadrement des éleveurs et des parcs de vaccination pour booster l'élevage dans la région. Les services techniques du département de l'élevage et de la pêche n'ont pas manqué d'énumérer les difficultés pour la promotion des activités de la pêche et de l'élevage dans la région de Taoudeni. Cette visite nous a donné l'occasion de faire le résumé des activités que nous avons menées durant la campagne passée et d'exposer les préoccupations des différents services relevant du département de l'élevage et de la pêche aux premiers responsables. Nous avons effectivement noté beaucoup de doléances relativement à l'aliment bétail, parce que pour les populations, l'année, l'hivernage n'a pas donné dans la région de Taoudeni, et donc le cheptel a besoin d'aliments bétail pour vraiment survivre. La région de Taoudeni est une région désertique et les populations ne vivent que de l'élevage pratiquement. Les acteurs sont engagés pour faire avancer la région à travers la production et la compétitivité en filière bétail.
Parlons environnement. Deuxième plus grande forêt classée du Mali après la Faya, la forêt de Keikoro dans la région de Bougouni avec 52 000 hectares se trouve aujourd'hui dans une situation périlleuste. Les orpailleurs clandestins font la loi sur cette forêt, mettant en péril la faune et la flore. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable qui s'est rendu sur le site a constaté l'agression dont cette forêt est fait l'objet. Envoyé spécial à Bougouni, Mamadou Fane, Samboudiakité. Orpaillage et protection de la forêt ne font pas bon ménage. C'est le triste constat dans la forêt classée de Keikoro, commune rurale de Domba, dans la région de Bougouni. Cette forêt d'une superficie de plus de 50 000 hectares fait l'objet d'une agression de toutes sortes de la part des orpailleurs. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable qui s'est rendu sur le lieu a pu apercevoir l'étendue des dégâts. Cette forêt de Keikoro ici est la deuxième forêt classée du Mali après celle de la Faya. Mais force est de reconnaître malheureusement que depuis un certain nombre de temps, cette forêt est soumise à différents types d'agressions. D'agressions liées à l'exploitation illicite de l'or, à l'exploitation illicite et illégale du bois et d'autres ressources fauniques. De telle sorte qu'aujourd'hui, si des mesures fortes ne sont pas prises, nous risquons de perdre cette forêt. Déjà, si vous regardez sur une carte, une vue aérienne, cette forêt, vous allez voir que des zones clairsemées. Aujourd'hui, il devient urgent pour les autorités de prendre des mesures pour arrêter ces désastres. Des dispositions seront prises très rapidement dans les jours à venir pour mettre fin à cette agression, a déclaré le ministre. Donc, il y a différentes actions à mener. Les textes, même sur les forêts classées, autorisent les populations vivant, les communautés, en tout cas qui abritent ces forêts, à les exploiter de façon rationnelle. C'est l'exploitation intensive industrielle qui est interdite. Mais parallèlement, il y a la répression aussi. Il y a l'application des textes à la matière en termes de... par rapport à l'exploitation illégale, à ces types d'agressions portées à nos ressources. Donc l'État va s'assumer. En attendant ces dispositions, des actions de sensibilisation seront menées à l'endroit des communautés pour qu'elles jouent un rôle d'avant-garde dans la protection de leur environnement. Ici, à Bamako, le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle a lancé le programme de formation de 100 jeunes initié par l'Agence nationale de l'emploi, ANPE. Objectif de la formation de 8 jours est de mettre sur le terrain des entrepreneurs bien formés. Reportage du Diakité et Idrissa Traoré. Le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle, en lançant ce programme de formation de 100 auditeurs en germe, mieux gérer votre entreprise, répond ainsi à l'une des missions fondamentales de l'Agence nationale pour l'emploi, l'ANPE. Il s'agit de contribuer à la création et à la consolidation des emplois dans les entreprises. Il s'agit d'avoir in fine 100 emplois, tant au niveau du secteur coupe-couture, mais aussi du perfectionnement des entreprises déjà existantes à travers des formations en germe pour 50 auditeurs et 50 auditrices en coupe-couture. La stratégie globale du département en charge de l'emploi à travers Madame le ministre, mais aussi les orientations des plus hautes autorités, vont dans le sens du rapprochement des groupes cibles du secteur privé, c'est-à-dire pour que le secteur privé puisse résorber le maximum de chômeurs. Il a été surtout question du partenariat entre l'ANPE et le COPCC qui offre 50 bourses de formation à l'ANPE. L'ANPE est l'un des piliers de la réforme de 1962 qui est de lier l'école à la vie. Le partenariat entre le centre d'orientation professionnelle de coupe et de couture et l'ANPE est à féliciter. Les participants vont bénéficier des modules relatifs à la comptabilité, à la gestion des stocks, à la gestion des ressources humaines et surtout à la planification financière. Toutes choses, dira le ministre, qui cadrent parfaitement avec les objectifs du département. Les activités qui font l'objet de la présente cérémonie s'inscrivent dans le plan d'action de la politique nationale de l'emploi, dont l'objectif premier est la création d'emplois massifs pour réduire le chômage et par ricochet la pauvreté. Elles s'inscrivent aussi dans la mission de mon département de faire de l'entrepreneuriat et de la formation-insertion
un des leviers dans la création d'emplois. L'objectif final recherché, au-delà de la création d'emplois, c'est de mettre sur le terrain des entrepreneurs bien formés. Le CICB vient d'abriter la 6e édition de la soirée de gala sino-malienne. Cette soirée est organisée par l'ambassade de la République de Chine au Mali. Elle s'inscrit dans le cadre de la célébration du Nouvel An chinois. Le point avec Ibrahim Kaoukounate et Barakou Maïga. Le Nouvel An chinois, connu sous le nom de la fête du printemps ou l'année du dragon, est une fête traditionnelle la plus importante et la plus animée en Chine. Elle marque le début de la nouvelle année prometteuse du calendrier lunaire. L'année 2023 est une année exceptionnelle pour le peuple chinois. Face aux transformations inédites jamais connues depuis un siècle, sous la ferme direction du Parti communiste chinois. En 2023, le volume du commerce extérieur de la Chine atteint 5 940 milliards de dollars. Le volume des échanges commerciaux entre la Chine et les pays africains atteint 280 milliards de dollars, soit une augmentation annuelle de 7,1%. Pour marquer cette célébration, le public a eu droit à un spectacle époustouflant qui affiche grandement la vivacité de l'amitié entre le Mali et la Chine. En cette heureuse circonstance, je voudrais donc, au nom de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, au nom du gouvernement et du peuple malien, adresser à son Excellence Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, au gouvernement et au peuple chinois, nos chaleureuses félicitations ainsi que nos vœux pour le bonheur et la prospérité croissante de la Chine. L'avènement de la nouvelle année m'offre l'heureuse occasion de saluer les excellentes relations de coopération entre la Chine et le Mali. Le raffermissement des liens entre nos deux pays se manifeste dans divers domaines, tant politiques que dans divers domaines du développement économique et social. La danse du lion est un symbole traditionnel chinois. Des prestations d'artistes talentueux maliens et chinois, la démonstration de la Fédération des Kung Fu Wushu et les élèves et étudiants de la classe de l'Institut Confucius ont été les temps forts de cette soirée. Eh bien, bonne année à la communauté chinoise. Remise de décoration au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. 30 personnes, dont 7 femmes, ont été élevées au grade de chevalier de l'Ordre national et du mérite national avec effigie abeille, effigie lion debout. Les détails avec Mohamed Kayantaou. Le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation honore son personnel pour service rendu à la nation. 33 agents, dont 7 femmes, ont reçu leur distinction honorifique au titre de l'année 2023. 13 d'entre eux ont été élevés au grade de chevalier de l'Ordre national. Les 20 autres sont honorés par l'étoile d'argent du mérite national avec effigie lion debout. Et notre reconnaissance s'adresse à son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, grand maître des ordres nationaux, qui ne ménage aucun effort pour relever les défis complexes auxquels notre pays est confronté. Ces choix portés sur nous nous honorent à plus d'un titre. Il n'en demeure pas moins un redoutable privilège, car il exige de nous plus de sacrifices, plus d'abnégation, plus de rigueur. Le ministre de tutelle est fier de l'immensité des tâches effectuées par les récipiendaires. Ces 33 récipiendaires sont composés de fonctionnaires et contractuels de l'État, de fonctionnaires et élus des collectivités territoriales, d'un officier des forces de défense et de sécurité et d'anciens cadres du département admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Cette marque de confiance de la part de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, traduit une fois de plus la reconnaissance de la nation de vos mérites et de hautes qualités d'hommes et de femmes que vous avez su incarner à l'occasion de l'exercice de vos exaltantes missions avec loyauté, dignité et conscience professionnelle.
Le colonel Maïga annonce la remise prochaine des médailles d'honneur de l'administration du territoire au titre de l'année 2024. Une distinction créée par les autorités en août 2023, toujours pour encourager les agents à l'honnêteté et au travail bien fait. Voilà, 33 agents décorés pour service rendu à la nation. Défense et sécurité. La direction de l'information et des relations publiques des armées, DIRPA, vient de tenir sa traditionnelle conférence de presse pour le compte du mois de janvier, un mois jugé calme en termes d'attaques terroristes, mais intense en termes d'opérations des FAMA sur les théâtres. Boubacar Bablé Touré pour plus de précisions. Le mois de janvier dernier, contrairement à décembre, a été relativement calme avec quelques cas isolés sur les différents théâtres d'opération en termes d'attaques terroristes visant les positions des femmes. Par contre, les opérations de nos forces ont été intensifiées sur le terrain pour plus de pression sur les terroristes. Ces descentes ont concerné les théâtres Est, Centre et Sud du pays. Une information partagée au cours de la traditionnelle conférence de presse initiée chaque premier lundi du mois par la DIRPA. Sur le théâtre Est, les FAMA ont intensifié la surveillance aérienne et les reconnaissances offensives dans tous les secteurs du théâtre Est avec les vecteurs aériens et des troupes au sol. Ces actions ont concerné les secteurs de Kidal, Aguelhok, Menaka, Léré et Tessalit. Un nombre important de véhicules, de carburant, d'armes, de matériel de guerre, de combattants terroristes ont été neutralisés. Également sur le théâtre Est, le 25 janvier, vers 17h, une attaque terroriste a visé un checkpoint sur la sortie Ombori de la localité de Goussi. La situation a été maîtrisée. Les terroristes et leurs complices ont été vivement recherchés, certains neutralisés. Sur le théâtre centre, c'est-à-dire dans les régions de Mopti, Badiangara et Tombouctou, le 8 janvier, très tôt le matin, aux environs de 4h30, le poste FAMA de Djangassagou a été attaqué par des groupes armés terroristes. Dans les 25 et 26 janvier, une embuscade terroriste a été déjouée lors d'une reconnaissance offensive des forces armées maliennes dans le secteur de Trenga. Le mois de janvier a aussi été marqué par les opérations aériennes. Au total, 319 sorties ont été effectuées par nos vecteurs aériens. En termes d'appui fait, les avions ont fait pour le mois de janvier 162 sorties. En termes d'appui-feu, il faut prendre en compte les avions de chasse, les hélicoptères de combat. Donc, dans le cadre des transports, avec les hélicoptères de transport et les avions de transport, il y a eu 30 sorties au mois de janvier. En termes de reconnaissance aérienne, il y a eu 116 sorties. En termes de reconnaissance, entendez par là les drones, mais aussi les avions de reconnaissance que nous appelons ISR. Donc, ils ont fait 113 sorties. En termes d'évacuation sanitaire, nos avions ont fait 14 sorties. Occasion également pour le premier responsable de la DIRPA de dénoncer certains cas de fake news. Quotidiennement, nous avons des informations dénuées de tout fondement et visant à entretenir l'intox, la désinformation et la propagande. Il en est de même pour des audios ou des communiqués qui nous viennent, je ne sais d'où, et qui focalisent les attentions, notamment les attentions des populations maliennes. Je tiens à rappeler que depuis un certain temps, en tout cas pour ce qui concerne les forces armées maliennes, et vous voyez aussi pour les communiqués officiels du gouvernement, alors que les forces armées sont désormais, les communiqués sont désormais référencés et portent un code QR. Et le colonel-major Dambélé d'inviter la presse dans son ensemble à ne pas diffuser ou partager des informations qui ternissent l'image des femmes.
Les administrateurs de l'Agence nationale de gestion des stations d'épuration du Mali se sont réunis pour la 17e session ordinaire du comité d'administration du conseil d'administration de la structure. Pour plus de précisions, suivons ce reportage signé Abibatou Dit Koyan Djakité et Abdraman Doka Traoré. L'ANGSEM vise comme objectif de rendre meilleur le cadre de vie des populations et de préserver l'environnement. Pour la mise en œuvre des activités de l'agence au compte de 2023, les ressources sont mobilisées se chiffraient à près de 680 millions de francs CFA sur une prévision d'un peu plus de 900 millions. Malgré le contexte difficile lié aux sanctions économiques et à la situation sécuritaire, des actions d'envergure ont été réalisées au cours de l'année écoulée et l'ANGSEM compte rester sur la même lancée en 2024. Pour 2024, comme la station de teinturerie a été réhabilitée, comme vous le savez, il y a assez de déversements un peu partout à Bamako. L'accent va être mis sur la sensibilisation auprès des teinturières de Bamako pour que vraiment ils puissent venir vers l'ANGSEM pour que ces eaux-là puissent être traitées. Ça, c'est le premier point. Le second point, ça, c'est le projet de résilience urbaine financé par la Banque mondiale. Les activités vont continuer pour la réalisation de ces deux stations. Cette 17e session du conseil d'administration de l'ANGSEM avait à son menu les échanges et la réflexion sur les voies et moyens permettant d'atteindre les résultats escomptés. Pour mener à bien toutes ces activités, l'agence dispose d'un budget équilibré en recettes et en dépenses d'un montant de 941 776 000 francs CFA contre un budget de 900 237 000 francs CFA en 2023, soit une augmentation de 4,61%. Le cousinage à plaisanterie, l'une des valeurs ancestrales du Mali, était à l'honneur vendredi à la Cité des Enfants. L'initiative est portée par un jeune humoriste convaincu du bien fondé de la diversité et du brassage culturel à travers la nuit du Sinankouya. Cette première édition était placée sous le signe de la paix et de la cohésion sociale. Salim Traoré. Une nuit dédiée à célébrer le cousinage à plaisanterie, également connu sous le nom de Sinankouya, a marqué un événement majeur ce vendredi à la Cité des Enfants. Cette initiative, portée par un jeune humoriste passionné par le mélange des cultures, a suscité un vif engouement. Au Mali, tu ne peux pas te réveiller le matin jusqu'au soir sans pourtant entendre parler de cousinage ou de Sinankouya. Si tu n'entends pas Djarake, tu vas entendre quelque part Koulibalké. Ça, c'est pour se taquiner, faire rire. Alors, moi, je me suis dit que bon, je fais de l'humour, je fais du théâtre, c'est pour faire rire, c'est pour faire la paix. Alors les Sinankouya également, c'est pour faire la paix. Donc j'ai dit, bon, je vais organiser mon spectacle et je vais le dénommer la nuit du Sinankouya. Cette première édition a attiré un public varié, composé de Bozo, Dogon, Binyanka, Sunafo, Bambara, tous présents en masse. An ka démocratie fɔlɔfɔlɔ kun ye an ka Sinankouya ye. Sinankouya in bɛɛ b'a kɔnɔ, siya tɛ Manden jamana kɔnɔ, ko jamu bɛ i la min tɛ Sinankouya in kɔnɔ. Donc a sigira, mɔgɔ minnu y'a sigi, kodɔnnaw de tun don. Sinankouya entre nous et les Mianga, à présent ça continue et nous sommes en train de travailler sur sa promotion. Et réellement c'est notre culture et on y croit. Cette manifestation culturelle, placée sous le signe du brassage culturel, a été honorée par la présence de plusieurs personnalités. Nous avons vu et nous avons entendu beaucoup de choses par le passé, mais ce soir nous avons vu une expression, on va dire, artistique du Sinankouya dans sa profondeur. Et les explications qui nous ont été données et les expressions également artistiques nous ont permis et a permis à la jeune génération de savoir, de toucher du doigt le concept dans sa globalité. La génération d'aujourd'hui ne connaissait pas assez profondément ce que veut dire Sinankouya. Donc une telle soirée organisée au profit de la jeunesse, je pense que c'est une bonne chose. Je pense que le Mali a besoin de ça. La soirée riche en diversité culturelle a proposé des sketchs, des performances artistiques et des présentations des différentes ethnies du Mali. Les organisateurs ont également saisi l'occasion pour remettre quelques attestations de reconnaissance à des personnalités dont Feu Oumou Diarra, dit Diamant, arraché à l'affection du public. De passage, bon appétit aux Traoré qui ont certainement comme dîner le haricot.
Nous revenons sur ce communiqué. Le président du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, Ousmane Issoufi Maïga, convie tous les membres du dit comité à une importante réunion le mardi 6 février 2024 à 10h dans la salle Bala Moussa Keïta au Centre international des conférences de Bamako. Ordre du jour, prise de contact, élaboration et validation des termes de référence. La mise en place est terminée à 9h30. Vu l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous les membres est demandée. Et également sur cet autre communiqué émanant du ministère en charge de la fonction publique, c'est avec Ibrahima Traoré qui était avec nous en plateau tout à l'heure. Le ministre du Travail, et du Dialogue social a l'honneur d'informer les candidats que les concours directs de recrutement dans la fonction publique d'État, exercice budgétaire 2023, ouvert par communiqué numéro 2023 000015 MTF PDS-SG CNCFP du 27 octobre 2023, dont les épreuves se sont déroulées du 23 au 31 décembre 2023 à Bamako et dans les régions de Kaï, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao sont annulées suite à la découverte d'un vaste réseau de fraude qui entame la crédibilité du dit concours. Cette décision s'inscrit dans la droite ligne des idéaux du Mali courant qui prônent l'objectivité et la récompense du mérite. La justice sera instamment saisie pour des enquêtes plus approfondies. Le ministre rassure les candidats et l'opinion qu'un concours crédible sera organisé dans les plus brefs délais, dont les dates feront l'objet d'un communiqué ultérieur avec les mêmes listes de candidatures, dont dans les centres de Bamako et des 6 régions de l'intérieur. Bamako, le 5 février 2024, signé le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, Fassou Koulibaly. Page noire. En 3e région, la grande famille Traoré et la ville de Sikasso viennent de perdre un grand homme. Birahima Daouda Babemba Traoré a tiré sa révérence vendredi dernier à l'âge de 89 ans. Instituteur à la retraite, il était le chef du vestibule de Sikasso. Ses obsèques ont eu lieu hier, compte rendu Moustapha Doumbia Amadou Dolo. C'est le chef du vestibule de Sikasso, Birahima Daouda Babemba Traoré, qui vient de tirer sa révérence le vendredi 2 janvier 2024 à l'âge de 89 ans. Le patriarche de la famille Traoré est un instituteur à la retraite qui a fait ses études à Sikasso. Il a servi en 1956 à Gagnan dans le cercle de Djéné, puis à Nyakongo dans la même zone. Il est en 1971 le premier directeur de l'école fondamentale de Mankouranissé qu'il dirigea pendant 21 ans. C'est quelqu'un qui a toujours voulu la paix, surtout. Et Moro Kalanyona. Vraiment, il n'a ménagé aucun effort pour la cohésion de la famille. C'est l'un des premiers enseignant fils de Sikasso. Et c'est quelqu'un qui a eu à quand même fédérer tous les enseignants, ses jeunes frères, les fils enseignants. Il nous a tous regroupés pour que l'on forme un seul groupe. Il aidait tout le monde dans le travail de l'enseignement. Et chaque fois que l'on allait à lui pour un problème, il était prêt à nous aider. Birahima Daouda Babemba Traoré a été le premier adjoint au maire de la commune de Sikasso dans les premières heures de la démocratie. Il était jusqu'à son décès le patriarche de la famille Traoré et a développé un bon rapport avec les autorités administratives et politiques. Au nom du président de la transition et le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, nous présentons toutes nos condoléances à la grande famille Traoré. Et il nous aidait beaucoup pour résoudre les conflits au sein de la population. Nous souhaitons que vraiment Dieu lui pardonne ses péchés
et qu'il repose en paix. Birahima Daouda Babemba Traoré repose au cimetière de Hamdalayo. Que son âme repose en paix. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur la télévision nationale du Mali.